Bonsoir à tous, c'est jeudi, bienvenue dans Monde des Arts, merci d'être fidèle à cette émission avec une question ce soir, une question importante je trouve, le wokisme comme on dit de l'autre côté de la mer, le politiquement correct, la cancel culture, appelez ça comme vous voulez, serait-elle peu à peu en train de grignoter les territoires de la création, de l'affaire Roald Dahl au James Bond de Ian Fleming, réécrit et édulcoré jusqu'à, oui, la Fédération Wallonie-Bruxelles qui demande à des autrices, à des auteurs d'écrire une nouvelle lycée pour les élèves de deuxième secondaire. Les exemples ces derniers temps se multiplient sous couvert de s'adapter à la sensibilité d'aujourd'hui. Alors faut-il accepter ces changements, faut-il accepter ces contraintes pour mettre fin aux clichés sexistes, racistes, etc. ou au contraire y voir une censure à peine camouflée et inquiétante pour la liberté d'expression des artistes. On va parler de tout ça, vous allez voir, ça fait débat avec nos invités. Tout d'abord Emmanuel Paul. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. On s'est déjà vu plusieurs fois je crois dans Quelques les courriers fois, recommandés. Oui. Ça c'est le petit bébé. Le dernier bébé. Je dis bébé parce que... Il n'est pas si rose que ça, mais c'est mon dernier bébé. Il n'est pas si rose que ça. Et on aura l'occasion d'en parler aussi et de votre approche aussi du monde de l'édition. En face de vous, Sylvie Landeuil. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Ravi de vous avoir. Je vous ai souvent sur ce plateau pour parler de théâtre. On va en parler un petit peu moins. C'est plus l'autrice ici que la comédienne que j'invite. Et vous êtes co-signataire de La Carte Blanche qui est paru le 6 mars dernier dans les Livres Belgiques. C'était une réponse à cet appel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Vous êtes 75 à avoir signé, 75 auteurs, autrices. Luc Delis, ou Delis, c'est avec nous. On dit Delis, je crois. Je ne sais pas pourquoi je dis Delis. Il y a deux L. Vous dites quoi, vous? Moi, je dis Delis, mais c'est une tradition familiale. Ça ne me choque pas qu'on dise Delis, surtout si on n'essaye pas de faire sentir que je suis délicieux, ce qui serait très exagéré. Ah, pas mal. Vous faites sourire votre voisine. Vous êtes essayiste, poète, on peut dire ça? Auteur, oui. Nouvelliste. Voilà. Nouvelliste également. Et on a ravi de vous avoir sur le plateau. On présentera vos livres en fin d'émission. Et en face de vous, Jean-Paul Mahou. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir David. On est ravi de vous avoir également. Vous, auteur et historien aussi, quand même. C'est important. C'est un peu pour ça que je vous ai invité aussi. Pour avoir un petit peu le recul nécessaire sur les questions qui nous préoccupent ce soir. On va commencer avec un extrait de film que vous connaissez tous à mon avis. Il est signé Tim Burton, c'est Charlie et la chocolaterie. C'est la bande-annonce, on va pas passer tout le film. Regardez. As-tu déjà vu une seule personne entrer dans cette usine? Il faut bien que des gens y travaillent. Tout ce qui sort de cette usine, ce sont des confiseries. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir entrer dans cet endroit merveilleux. Chers citoyens du monde, moi, Willy Wonka, ai décidé de permettre à 5 enfants de visiter ma chocolaterie. 5 tickets d'or ont été cachés dans le papier d'emballage de 5 tablettes ordinaires de chocolat Wonka. Ce serait formidable, Charlie, d'ouvrir une tablette de chocolat et de trouver un ticket d'or. Mais je n'en reçois qu'une par an. Rien n'est impossible. Tu as trouvé le dernier ticket d'or Wonka? Un film de Tim Burton. Veuillez entrer. Vous êtes qui? C'est Willy Wonka. Moi, c'est Violette Beauregarde. Peu m'importe. Augustus Gloop, j'adore les chocolats. Je vois ça. Veruca Salt. Daddy, je veux encore un poney. Tu es Mike TV? D'accord. Quant à toi, tu as de la chance d'être là, n'est-ce pas? Bienvenue à la chocolaterie. Warner Bros. Vous invite dans un monde totalement nouveau. Au-delà de votre imagination. C'est magnifique. Où le rêve est votre réalité. Regardez là-bas. Des Oompa Loompa. Dégagez, mini taré. Tout cela semble avoir été répété. Vous êtes vraiment barge. Et où Willy Wonka. Ça va swinguer. Et votre guide. Oh. Cet été, 5 petits gagnants marcheront sur ses traces. Je veux un écureuil. Touche pas aux noix de l'écureuil. Pourquoi tout ce qui est ici est parfaitement inutile? Mais un seul. Un bonbon n'a pas à être utile. C'est pour ça que c'est un bonbon. Trouvera le chemin de son cœur. Accrochez-vous. Johnny Depp. Charlie et la chocolaterie.
Voilà, extrait de Charlie et la chocolaterie, bien sûr, hein. Version française, signée Tim Burton. C'est un film qui a été réalisé à partir de l'œuvre de Roald Dahl. Depuis, les droits d'auteur ont été rachetés en 2021 par Netflix, hein, qui devient l'ayant droit. Ce roman et d'autres romans d'ailleurs de cet auteur a été charcuté avec l'accord des descendants de Roald Dahl. Quand je dis charcuté, par exemple, le mot gros, vous voyez le petit garçon là, c'est Augustus Gloop, hein, je regarde, mais vous connaissez tous, hein, j'imagine Charlie et la chocolaterie. Il est devenu énorme, donc on ne peut plus dire gros, le mot gros a été supprimé. Et d'autres mots aussi. C'est quoi ça, Jean-Paul Mahou? C'est du puritanisme, selon vous? Du puritanisme, je ne sais pas. Je crois qu'on découvre que la cancel culture est soluble dans l'économie de marché. Et que, en là, fait, allusion à Netflix, il y a à Netflix, on cherche de nouveaux publics. Ou alors, il ne m'étonnerait pas qu'on essaie de rassurer un ancien public, puisque les différentes éditions coexistent. Donc, il y aura qui aura la version expurgée et qui aura la version originale. Donc, moi, ce que j'espère pour Augustus, c'est qu'il a gardé son accent allemand dans le film, parce qu'il était très drôle. Et je trouve qu'effectivement, on ne fait pas confiance à l'humour et aux capacités d'autodérision du public, des lecteurs. Et des enfants, parce que des enfants, bien sûr. La demande, souvent, elle vient des parents. C'est les parents qui achètent les bouquins pour les enfants. Donc finalement, c'est pas tellement les enfants. On les prend, enfin, je vais pas dire bête expression, on les prend en otage, mais est-ce qu'il faudrait pas faire plus confiance justement aux jeunes lecteurs, Emmanuel? Mais certainement. D'ailleurs, la demande vient des parents, je sais pas. Est-ce qu'il y avait vraiment une demande? Ça, c'est le mystère. J'aimerais bien le savoir. On n'en sait rien, en fait. Donc oui, mais tout à fait, il faut faire confiance et puis surtout miser, je crois, sur l'éducation. C'est vraiment c'est une solution, évidemment, qui est un peu plus contraignante, qui demande plus de moyens, mais l'éducation de l'esprit, c'est ça, c'est ça la clé pour moi. Ouais. Mais c'est compliqué parce que en même temps, cette édition qui est expurgée, édulcorée, sera une édition un peu moins chère que les autres. Donc directement, ça va aller peut-être, je caricature un peu, mais peut-être vers des enfants dont les parents ne sont pas là, peut-être pour leur dire, tiens, on a changé ceci et cela. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Luc. Moi, ce qui me frappe, c'est la question de savoir qui décide ce genre de choses et avec quel aval et surtout avec quelles compétences. Parce qu'un lecteur averti ou non, un enfant ou un adolescent ou un lecteur qui pratique couramment les lectures, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est les parents qui achètent les livres, c'est pas les enfants. Il sait le contexte. C'est le meilleur exemple, je sors un peu de Roald Dahl, c'est Tintin au Congo. Ouais. Ce n'est pas un album pour lequel j'ai une admiration sans borne, mais il est évident qu'on le prend, il y a son mode d'emploi intégré. Personne, sauf un délirant, ne peut croire que c'est représentatif de notre rapport actuel au monde. On voit actuel, en 2023, vous voulez dire? Oui. On voit bien que c'est daté. Oui. Donc, à supposer qu'on recensure Tintin au Congo, ça ne sert à rien du tout. D'une certaine manière, le livre lui-même, quand on l'ouvre, dit « Je représente un point de vue ancien, je représente l'avant-guerre, je représente le rapport de la Belgique, l'abbé Wallet. Ouais. » Du coup, ça renvoie à la compétence que la plupart des lecteurs ont. Imaginez, c'est vraiment un fantasme politique, d'imaginer que les gens prennent un livre et croient tout ce qui est vrai. Je veux dire, moi, quand je lis Claudel, je ne deviens pas catholique. Quand je lis Aragon, je ne deviens pas communiste. Ça ne se diffuse pas intégralement comme si c'était un copier-coller de l'extérieur vers l'intérieur. Ouais. On lit avec ces filtres, et ces filtres ont beaucoup plus de bon sens qu'on ne le croit habituellement. En plus, on est beaucoup à avoir lu Roald Dahl. Là, vous m'avez amené, Jean-Paul, un Mathilda. Vous l'avez lu à votre fille ou nièce, je ne sais pas. La belle-fille. Votre belle-fille, voilà, on la salue. C'est cruel et féroce du Roald Dahl. Alors le fait d'enlever comme ça des mots, d'adoucir, d'édulcorer, c'est plus du Roald Dahl quelque part. En plus, le gars, il est mort. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sylvie. Moi, je trouve que la transgression, c'est nécessaire. Je trouve que d'être méchant, vulgaire, c'est tout à fait obligatoire, surtout sur un plateau de théâtre ou dans un livre où on s'amuse à être méchant pour pouvoir guérir.
Pour moi, c'est l'endroit de la réparation. C'est pas parce que tout d'un coup, on va être très poli dans une histoire que dans la vie, on pourra être gentil et poli. C'est tout le contraire pour moi. On a besoin d'être méchant dans la fiction pour pouvoir s'interroger sur les comportements et peut-être donner la possibilité d'une réconciliation. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les représentations dans la fiction des minorités, des personnes minorisées, des femmes, etc. Bon, là, ici, il y a la question de l'enfant qui est gros. Est-ce que, justement, c'est ce que disent un peu les... Est-ce que c'est pas frappant de voir que ça nous propose une littérature qui ne dirait pas la vérité, alors que la vie continuera de nous la dire. Parce que si je donne rendez-vous à quelqu'un à l'aéroport en disant « tu reconnaîtras tout de suite, c'est un obèse », je le dirai parce que c'est la vérité. Ça permettra de retrouver la personne à l'aéroport, quoi. Oui, mais là, si dans le livre, je vois que le mot « gros obèse » est remplacé par un sympathique bambin aimant s'extérioriser dans la nourriture, ça ne veut plus rien dire. Je commence à me méfier des livres, alors que les livres étaient l'endroit où la plus grande vérité était dite, en général. Bon, ça devient l'endroit où le mensonge est intégré. Il y a juste le Augustus Gloop qu'on a vu dans la bande-annonce, c'est un enfant qui est plutôt faible. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est pas le héros non plus, quoi. Hein. Donc là, ça peut peut-être poser question. On peut se moquer dans les cours de récréation, traiter le gamin qui est un peu plus gros d'Augustus Gloop. Enfin, je sais pas. Alors, écrivons de nouvelles histoires, de nouvelles fictions où on peut donner la place du héros à l'obèse. Racontons des histoires où la personne racisée a du pouvoir. Je sais pas. On peut inverser les choses, et puis pas donner le rôle du bad boy à la personne racisée. Ça, ce serait déjà un début. Ouais. Jean-Paul Même. Je suis pas sûr que les publics dits sensibles sont demandeurs concernant les exemples qu'on a pris ici. En revanche, des livres qui mentent, oui, évidemment, ça, il y en a. Autant On emporte le vent ment totalement sur la réalité d'un crime atroce contre l'humanité. C'est une véritable réécriture de l'histoire. Vous pouvez réexpliquer en 2 mots ? C'est une aventure dans le Sud où un auteur révisionniste, proche du Ku Klux Klan, a présenté une réalité absolument quasi paradisiaque d'une société et une vision extrêmement insultante des victimes, mais ça veut dire considérées comme des enfants. Oui, et ça, on peut toucher, ça, c'est alors un véritable problème. Mais ça veut dire qu'à cette œuvre-là, on peut la retoucher ou pas? Non, selon vous? J'avais un mot grec, je l'avais préparé parce que c'était pas mal. Il s'est envolé. Il s'est envolé. Je l'ai oublié, c'est mémoire en grec. Non, il faut un contexte. Réécrire, je pense que c'est extrêmement dangereux. Bonne chance pour réécrire les 1400 pages d'Autant en emporte le vent. Mais en revanche, contextualiser et expliquer en quoi c'est un livre profondément faux et insultant qui, malgré ses qualités littéraires réelles, ne dit pas la vérité et insulte profondément les Afro-Américains et les Africains, là, il faut le faire. Il faut le dire. Est-ce qu'on peut toucher... est-ce que les textes sont sacrés? Parce que je veux dire, les textes des personnes décédées qui ne sont plus là, je veux dire, une fois que le texte est là, est-ce qu'on peut toucher ou pas, selon vous, Emmanuel Paul? Non, je pense pas. Je pense pas. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, je vois pas en quoi la littérature est censée dire la vérité. Le livre que vous citez dit pas la vérité, clairement, mais c'est pas un point de vue, c'est une œuvre. Une œuvre, c'est pas là pour dire la vérité, c'est là pour montrer une facette à un moment de l'humanité. Et ce que je crains beaucoup, moi, c'est plus que de restreindre la liberté de l'artiste, c'est ça, c'est cette tentative de camouflage, en fait, d'une partie de l'être humain qui n'est pas forcément reluisante, qui peut être parfois dégoûtante, très dérangeante. Et ça, pour moi, c'est un matériau avec lequel on doit pouvoir, l'auteur, l'écrivain, doit pouvoir travailler. Mais est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a des mots qui peuvent être offensants? Bon, par exemple, il y a l'exemple des petits nègres d'Agatha Christie. Ça, c'était le titre francophone, hein, parce que le titre anglais n'était pas celui-là, il faut quand même le rappeler.
qui a été retraduit en Ils étaient 10, donc le mot nègre a choqué visiblement. La dernière info aussi, c'est les bouquins, pas les films de James Bond, de Ian Fleming, où on a retiré, on a expurgé le mot nègre de tous les livres de Ian Fleming. Par exemple, ça, le mot nègre, vous qui travaillez beaucoup sur l'Afrique, est-ce que c'est un mot qu'on peut encore entendre, qui est audible aujourd'hui ou pas? Ça dépend qui le dit, Ouais. parce que c'est dans les milieux du rap américain, c'est utilisé et ça ne pose pas de problème. En Haïti aussi. Seulement par eux. Seulement Mais par eux, oui. effectivement, C'est ça, ça dépend Oui, par seulement qui. par eux. Oui, absolument. Donc, d'ailleurs, l'auteur de James Bond, pour l'édition américaine en 63, avait fait tout un travail de réécriture. Enfin, tout un travail, non. Il avait changé quelques mots pour que ce soit vendable. C'est toujours du marketing. Hein. Ouais. Mais je ne pense pas que les raisons étaient les mêmes. Là, il s'agissait surtout d'éviter que le public blanc, lecteur de James Bond, voit trop de noirs entrer dans les bars librement. Donc, il y a là... C'est plus que du marketing, alors. Hein, ouais. Oui, c'est de l'idéologie. Ouais. Mais le marketing, c'est de l'idéologie. Ouais. Donc, dans ce cas-là, effectivement, je pense qu'il faut éliminer le mot absolument si on n'en a pas la légitimité. D'accord. Donc là, pour le coup, on peut changer les bouquins de Ian Fleming. Il n'y a pas de problème. En le tout cas, titre, sur ces mots-là. Oui, mais de toute façon, moi, je ne les lirai pas. Donc, c'est parce que le personnage ne m'intéresse pas du tout. Et je trouve d'ailleurs très, très curieux qu'il intéresse encore. Vu qu'il est né dans la guerre froide, c'est un tombeur récidiviste qui passe sa vie dans les hôtels avec des femmes fatales Machiste. et qui casse la gueule à tous les communistes qui passent. Pourquoi est-ce qu'il fascine encore? Ça, c'est une vraie question. Ouais. Bah, il y a une expo à Bruxelles, hein, si vous voulez aller approfondir le sujet. Il y a du monde, ça marche bien cette expo. Ça vous choque aussi, ça, que par exemple, il y a encore beaucoup de lecteurs de Ian Fleming, de cette ambiance un petit peu machiste, et que ça fonctionne? Ah, plus que ça, oui, bien sûr que ça me choque. Ça vous questionne? Moi, je me suis donné une règle, excusez-moi, messieurs, mais pour l'instant, je ne lis que des autrices. D'accord. Je trouve qu'il est grand temps de remettre la lumière sur les gens qui n'ont pas eu la parole. Donc, je me donne cette règle, oui. Donc, j'espère que les gens vont commencer à lire plus de femmes, plus d'autrices. Manuel, un avis là-dessus? Oui, moi ça me consterne, je suis désolée. Je suis une autrice, mais moi je me suis donné une règle, je lis que de bons auteurs. Ceux que moi je trouve bons. Eh ben, c'est ceux qui m'intéressent, c'est ceux qui suscitent ma réflexion, des émotions, de la beauté, des questions. Voilà, c'est ça. Hommes, femmes, transgenres, ça m'est égal complètement. Vous êtes 4 auteurs, autrices. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de corriger, donc votre éditeur, de corriger tel ou tel passage, de l'adoucir un peu, de changer un terme, Luc Delis? Non, non. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Une des choses, c'est que le type d'éditeurs que j'ai, qui sont plutôt des éditeurs littéraires, ne sont pas du genre à m'emmerder pour des bêtises, bêtises idéologiques, si, à l'évidence, je ne tombe pas dans un travers inacceptable. Donc, d'une certaine manière, ça renvoie à ma propre liberté. Je ne me censure jamais, mais je n'ai pas à vendre quelque chose que je trouverais moi-même insupportable. C'est la première chose. Ouais. La deuxième chose, c'est que je ne m'adosse pas à l'actualité ou à la vie courante ou au point de vue des autres, mais je rebondis indirectement sur ce que dit Emmanuel, sur les auteurs que je crois essentiels. Il n'y en a pas des milliers. Il y a peut-être, depuis que l'humanité existe, 200-300 auteurs de premier ordre, et les autres, c'est moins grave si on ne les lit pas, quoi. Je crois profondément que le talent et le génie ne sont pas héréditaires, hein, et ne sont pas également distribués. Hein. Que quelqu'un, qui que ce soit Netflix ou autre, parce qu'évidemment, derrière ça, il y a toujours l'aspect commercial. Ouais. Hein. Si on censure Roald Dahl, c'est parce que Netflix s'apprête à l'acheter et veut se garantir, quand il en fera des séries de diffusion, tout le monde puisse contre les attaques, etc. Ouais. C'est évident. Ouais. Mais que quelqu'un se mêle de corriger Ian Fleming, je trouve ça intellectuellement choquant, mais je m'en fous. Ouais. Qu'on touche à Shakespeare, quand on pense à ce que sont les gens qui touchent, c'est-à-dire des nains intellectuels et moraux,
c'est clair que c'est une toute autre question. Il y a des textes d'Orwell, de Shakespeare, etc., qui sont sur une liste d'auteurs à éviter. C'est une liste d'un organisme gouvernemental anglais, Prevent. Donc voilà, je veux dire, ça. Mais c'est peut-être très anglo-saxon, ça, finalement. Moi, je voudrais qu'on ramène. C'est belge aussi. Hein. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce que je vois dans certains milieux liés à la Fédération Wallonie-Bruxelles ou autres, dans lesquels je circule, je ne pensais pas... Qu'est-ce que vous voyez Allez-y. Non, je dénonce rien du tout, mais je ne pensais pas qu'on arriverait si vite à un tel degré d'autocensure. Hein, parce que c'est ça la question. De la part des auteurs et des non, autrices. les auteurs, j'en connais pas tant que ça. Ouais. Non, de la part des structures, de l'administration, de ça. Je veux dire, on reçoit des lettres avec... On sent qu'ils ne sont pas à l'aise, mais qu'ils rajoutent plutôt des points médians en plus pour être sûr de ne pas en avoir oublié, etc. Ouais. Une espèce de terrible mouvement de course en avant pour être sûr de ne pas être le dernier à être soumis. À propos de la Fédération Wallonie-Bruxelles, j'ai ici une carte blanche que vous avez co-signée. Vous êtes 75 auteurs-autrices à l'avoir co-signée. C'est paru dans la Libre Belgique début mars. Qu'est-ce qui s'est passé ? La Fédération Wallonie-Bruxelles a fait un appel d'offres plutôt effarant, vous demandant d'écrire une nouvelle à destination des jeunes deuxième secondaire, je crois. Bon voilà, déjà les délais étaient très courts, c'est déjà une chose, on va pas s'étendre là-dessus. Mais en plus, vous aviez des normes très précises. Il fallait éviter par exemple des thématiques comme la mémoire collective. Ça vous a choqué complètement et c'est choquant, je trouve. Ce qui est surtout choquant, c'est que on a des auteurs, on a des autrices, on a une littérature présente et puis on ne s'intéresse pas du tout à ce qui est là et on ne s'intéresse pas à la mise en lumière de ces œuvres qui existent. Parce qu'on aurait pu prendre quelque chose que vous aviez déjà écrit. Finalement. Oui, moi je me considère pas comme autrice, j'écris de temps en temps, mais en tout cas les auteurs et les autrices qui co-signaient aussi, il y a des textes incroyables qui existent. Véronica Mabardi, c'est une autrice incroyable, elle a une matière qui est là, ça prouve que on ne s'intéresse pas trop ça veut dire quoi Ça veut dire quoi alors c'est un acte bureaucratique qui est complètement en dehors de la réalité des auteurs. Je pense que c'est une maladresse, c'est une envie de transparence et de dire voilà, on a envie de faire appel à nos artistes et puis voilà, on fait un appel complètement transparent mais qui est complètement à côté de la plaque. On ouvre et on ferme tout aussi vite. Et le fait qu'ils demandent des textes sans aborder la question de mémoire collective, etc., ça vous a choqué ? Ça choque l'autrice que vous êtes aussi ? Oui. Moi, j'ai beaucoup admiré cette carte blanche. J'étais tout à fait d'accord. Mais je rejoins ce que dit Luc Delis. Je pense que c'est la peur, c'est se prémunir des réactions. C'est cette espèce de truc, peut-être très anglo-saxon, se prémunir d'un procès, d'une réaction et vouloir être sûr de n'avoir aucune réaction sur rien. On peut faire confiance à nos élèves quand même. Je pense que dans une classe, il y a une professeure qui a lu cet appel d'offres. Ils étaient complètement scandalisés. Ils ont eu l'occasion pour cette classe de rencontrer Véronica et les étudiants disaient, pour une fois, j'avais l'impression de ne pas être seule. Jean-Paul Mahou. J'aurais signé la carte parce que je suis d'accord avec la liberté et surtout l'accès des élèves à tout ce qui est possible en termes de fiction, même la fiction qui ment. Mais attention, je pense que dans les classes, l'ambiance est devenue très difficile. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? J'ai des amis qui enseignent. Des sujets sont extrêmement polarisent des classes dans des termes très violents. Et que c'est peut-être, je ne connais pas les mobiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, si c'est pour protéger les professeurs de climats très difficiles, c'est une mauvaise méthode, mais il ne faut pas non plus négliger que ceux qui actuellement instrumentalisent politiquement ce fameux wokisme, cette espèce de nébuleuse. Avant, il y avait la peur du rouge, et puis il y a eu le péril jaune, et maintenant il y a la menace woke. Il y aurait des officines en train de préparer la chute de Rome et de Byzance. C'est insupportable. Il y a une ambiance... et ça, ce serait comme une excuse. Qui est accélérée qui est amplifiée par les réseaux sociaux, qui fait que on est pour, on est contre, et on s'engueule, et on ne réfléchit plus. Et c'est très difficile pour un enseignant de faire son travail dans un climat pareil. Mais
cet appel n'est pas la bonne réponse, à mon avis. Non, si c'est ça, mais je ne connais pas leur mobile. C'est de la censure ou pas? Très, très brièvement, parce que l'émission est terminée. C'est de la censure ou pas, selon vous? Je pense que c'est une maladresse et que le dialogue est rétabli, qu'on va pouvoir retravailler sur comment faire Bon, ben j'espère pour que faire ça, connaître que ça nos va bouger, que auteurs. cette carte blanche a pu faire Oui. bouger Je les ne choses. voudrais pas Très pas rapidement. dire que ce n'est pas de la censure, c'est de la censure. Pour vous Pour des raisons multiples. Ouais. Et pas unique, et pas avec un maître des lieux qui censure pour l'humanité, bien entendu. Ouais. Mais le dispositif est un dispositif de censure, de rien d'autre. Alors, ça c'est dit. Il nous reste 2 secondes pour montrer votre livre. On peut vous croiser à la Foire du Livre d'ailleurs. Hein, vous serez à la Foire du Livre. Tout à fait. Il y aura une discussion avec Geneviève Dama, autre autrice, et on pourra vous trouver sur le stand de La Finitude. Les bracelets d'amour, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Emmanuel Paul. Le monde invisible, ça c'est aux impressions nouvelles. Monde visible. Le monde visible. Je ne crois pas à C'est le l'existence du contraire, monde en fait, invisible. c'est juste le contraire. Faut être vigilant. Aux oui. impressions nouvelles, on salue Benoît Peters. D'ailleurs, vous êtes poète également, mais intérieur, on peut trouver ça, j'imagine. Mer intérieure. Mer intérieure, décidément, je suis complètement myope. Paix sur la guerre, l'heure des djinns, ça, l'heure des djinns, on les a déjà présentés dans cette émission. Et puis, on ira voir votre spectacle à Charleroi d'abord. au J'espère, Théâtre de le Londres. 21-22 mars, oui. Voilà le Bienvenue. titre du spectacle. Waouh, ça suffit. Ah bah voilà, c'est Voilà. exactement le dernier mot de cette émission. Quel raccord. Voilà, on se retrouve jeudi prochain avec d'autres invités. Bonsoir. Bonsoir.